La communauté de Bois-Mondo, la cité d'Onguillerman, ont été un peu comme les entreprises libérées aujourd'hui. Il y avait des learning expeditions aussi. Les gens venaient les voir pour voir comment ils faisaient. Et puis ils essayaient de refaire. Donc il y a eu d'autres communautés de travail qui ont été créées sur la base de la règle de Bois-Mondo. Bon, celles-ci n'ont pas survécu. Parce que justement, c'est mon analyse, c'est que j'en déduis, c'est parce que justement, le travail de construction du groupe, le travail de construction des règles de fonctionnement n'a pas été fait par eux. Donc ils ne se les sont pas appropriés, ils ne les ont pas intégrés. Quand on fait du copier-coller, ça ne marche pas forcément. Ensuite, sur la cité d'Onguillerman, il y a plusieurs raisons du déclin. Donc, ça a duré 3 ans. Il part de l'expérience passée, donc il paye les gens plus cher. Il se dit qu'il va avoir un super rendement, donc je paye les gens plus cher. Mais c'est pas grave s'ils ne sont pas compagnons, c'est pas grave s'ils n'adhèrent pas à la règle. Résultat, il y a eu des mercenaires, des gens qui venaient pour l'argent et non pas pour vraiment l'épanouissement des gens. Il encourage le dialogue au détriment de la production. C'est-à-dire qu'il aime bien quand les gens discutent. Donc il pouvait se faire happer par une discussion pendant une journée sans qu'il y ait des choses qui sortent, des éléments de production concrets qui sortent. Donc en fait, la cité, elle vivait beaucoup sous perfusion de l'argent que Marcel et Pierrette Barbu étaient capables de générer avec les boîtiers de montres qu'eux fabriquaient. Et donc selon Muguette, là, il y avait un accord, donc lors de la cession de Bois-Mondo à la communauté de travail de Bois-Mondo, donc quand Barbu dit « Ok, je vous donne les clés, je vous donne tous les moyens », il y a forcément une contrepartie, et en fait cette contrepartie n'a pas été payée par Bois-Mondo. Donc ça c'est la mort de Onguillerman. Et pour ce qui est de Bois-Mondo, en fait, Bois-Mondo a déposé le bilan en 1971. Alors selon moi, il y a eu plusieurs raisons. Déjà, le fait qu'on ait dépassé les 100 personnes, ils sont passés à 160, 130, 160 à partir de 47, et donc il n'y avait plus la proximité qui permettait de prendre des décisions à l'unanimité, de se connaître et d'avoir une valeur humaine qui reflète vraiment ce que sont les gens. À partir de 1950, la règle n'est pas modifiée administrativement, mais les pratiques sont modifiées. C'est-à-dire que les gens peuvent intégrer, peuvent passer compagnon, même s'ils sont régulièrement en retard, par exemple. Alors ça, c'est pas très communautaire. On ne fait pas preuve de respect des autres si on arrive régulièrement en retard. Et puis, ils acceptent des personnes dans la durée, au-delà des 1 an de postulat, comme faisant partie de la communauté, mais n'étant pas compagnons. Donc, ils se forment 2 clans. Les clans de ceux qui sont compagnons et qui croient dans la règle et qui veulent s'auto-gérer dans l'objectif d'épanouissement. Et puis, il y a le clan des autres qui viennent là parce qu'il y a une bonne paye et qu'il y a des activités supplémentaires, donc les mercenaires. Et à partir de 1958, ils officialisent, ok, là, on n'applique plus la règle. Et progressivement, en fait, le chef de communauté, donc qui tourne, d'abord ça a été Marcel Barbu jusqu'en 1946, après il laisse la place à Marcel Mermoz en 1900, qui dure jusqu'en 1951. Après, c'est Georges Matras jusqu'en 1959, qui sera remplacé par Georges Normand. Et le dernier en date, c'était Roland Ludo, qui est élu faute de candidat. C'est pas moi qui le dis, c'était écrit dans un des livres, faute de candidat, parce qu'en fait, finalement, il n'y avait plus les compétences au sein de la communauté pour assurer le pilotage d'un nombre aussi important de personnes. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le 2e atelier, et sur le pourquoi ça meurt. Donc comment pourrions-nous agir sur chacun de ces axes pour pérenniser le dialogue ?